Oui, au début, la griffe était marron et or. Un jour, Thierry m'a dit, j'aimerais beaucoup changer la griffe, la couleur de la griffe. Et je lui ai dit, mais tu sais, tu portes toujours une chemise bleue, tu regardes le ciel, tu es toujours, pourquoi pas, bleu? Il y a eu tellement de griffes. C'était un prince charmant, avant qu'on nous ait rencontrés. On pouvait craquer. Un jour, il est arrivé, il nous a dit, c'est fou, là je reviens d'Italie, c'est fou, par le hublot de l'avion, j'ai vu, mais c'est magnifique, le ciel, donc je veux faire une collection aurore boréale. Tout le monde voulait voir les défilés Mugler parce que c'était des shows, quoi, ça dépassait la mode. Une usine hyper moderne, on arrivait, c'était comme James Bond, le portail, etc., on était ravis. J'ai mis cette robe donc, de Thierry Mugler de la collection Les Voleuses, entièrement donc brodée de diamants. Mugler, je pense, était un électron libre, enfin, était vraiment un cas, le premier directeur artistique, en fait. Je suis arrivé, je pense, en 77 ou 78 pour la collection moyenâgeuse. C'était assez unique de voir une collection comme ça, je veux dire, c'était vraiment costumesque, ok, mais c'était d'abord très scénographiquement incroyable. Là, ça commençait avec les fumigènes blancs, Grand Hôtel, musique de Wagner, filles et garçons qui défilent. Il faut vraiment dire que Mugler, je pense, était un électron libre, enfin, était vraiment un cas, parce que tout de suite, moi, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement visionnaire. Il dessinait non-stop, un grand créateur, mais ça allait au-delà du vêtement. C'était vraiment les maquillages, la musique, le premier directeur artistique, en fait. C'était lui, en fait. Comment c'était l'atmosphère au studio? C'est que j'arrivais le matin, j'ouvrais la porte et je voyais Thierry qui était au bout de sa table, qui déjà travaillait. Lui, il venait très très tôt travailler, il était là bien avant nous, avant 9h. Il était donc rue d'Hauteville, c'était la grande table où tout le monde était. C'est comme une table de coupe, mais où était Zaza, Zulika, très importante aussi, mannequin cabine, et Martine a apporté, trouvé le bon tissu et pouvait dire « Tu devrais faire plutôt une autre couleur » ou « On n'a pas besoin de faire ces 5 couleurs dans ce même thème ». Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe des tissus, puisque avant un défilé était composé de passages. Et les passages avaient un manteau, une veste, 3/4, une veste courte, un pantalon, une jupe. C'était très développé en fait. Tout ça dans le même tissu et le même thème, avec développement de couleurs et de modèles. Mais je crois aussi ce qui m'intéressait chez moi, c'était mon expérience aussi des bureaux de style, pour un certain ordre des classeurs, savoir comment on fait, un échantillon on le met bien là, bien tout de suite avoir la référence du fabricant, le nom du fabricant, combien ça coûte, etc. On sentait une envie de discipline en fait aussi. Alors, chaque collection, Thierry nous réunissait autour de la table. On avait tous des blocs-notes et des cahiers. Et il parlait donc du prochain thème de la collection. Parce que c'était comme ça. Il y avait eu le thème Renaissance. Et un jour, il est arrivé, il nous a dit « C'est fou, là je reviens d'Italie. C'est fou, par le hublot de l'avion, j'ai vu, mais c'est magnifique, le ciel. Donc, je veux faire une collection aurore boréale. » Vraiment, je veux ces couleurs, ce bleu turquoise, cet orangé pâle, c'est ça que je veux pour la collection. Et donc, c'était l'hiver, on sentait qu'il faisait froid, donc les gros Teddy. Il a commencé à parler de ces manteaux incroyables, je veux des manteaux d'ours. Donc là, moi, j'étais recherche tissu, trouve-moi ce tissu. Et là, on me vient une idée incroyable, c'est-à-dire, quand j'étais enfant, donc mon grand-père était représentant d'une maison de tissus de la Royère Leclerc. Et quand j'étais petite, il y avait un KGB où il gardait des archives comme ça. Et j'allais évidemment m'enfermer dans ce KGB. Et je trouvais des liasses de tissus et tout d'un coup, j'avais trouvé une houppette rose en fait. Parce que pendant la guerre, on ne pouvait plus faire les houpettes en cygne. Donc on les faisait en peluche rose. Je vois ça, évidemment, je craque. Et donc, je dis à Thierry, oh, ça y est, moi je l'ai, le tissu, c'est ça, je sais où on va le trouver.
Donc j'ai appelé les gens, ils ont relancé les productions, alors avec des poils assez gros, en laine. C'était comme un velours de laine en fait. Et là, tout le monde a craqué, parce que non seulement Thierry Mugler a fait ses manteaux, après Montana a fait des manteaux avec ses patières, Anne-Marie Beretta, lui-même portait un manteau qu'il avait acheté au Puce en velours de laine comme ça, marron. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Ours. Ours. Parallèlement et dans l'emploi du temps de la maison, il y avait donc les grandes collections, ce qu'on appelait les collections de Paris, qui défilaient, et il y avait les collections de diffusion. Mais ces collections de diffusion étaient faites donc par Gino Chetti en Italie, avec qui on avait signé une licence, et eux, ils étaient fantastiques parce que ils avaient une usine de tissu, une usine pour la maille, donc on faisait tout là-bas. Toute cette collection, on voit des filles avec des chignons photographiés par Newton, les pulls très graphiques, géométriques, on n'aurait pas pu les faire à Paris. Ça, c'était fait en Italie. Aussi, je me souviens des tricots en alpaga, avec jupe en alpaga et chemisée de satin. C'était hyper chic, en fait. À ce moment-là, Thierry Mugler, c'était vraiment des vêtements pour des power women, mais c'était quand même très portable. Monsieur Mugler venait avec nous, surtout les premières fois. D'abord, pour signer le contrat, la première fois. L'usine hyper moderne, on arrivait, c'était comme James Bond, le portail, etc. On était ravis. Donc on arrive et une grosse réunion avec la personne qui était responsable de la maille, la personne qui était responsable des pantalons, la personne responsable des vestes. Enfin, tout était très cloisonné au début. Donc Zaza parlait couramment l'italien, comme elle parle, je sais pas combien de langues. Enfin, c'est incroyable. Thierry m'a dit, ah non, je ne t'ai pas amené ici pour que tu regardes seulement, donc tu parles et tu t'y mets. Parler italien, donc ça a commencé, les Spaltini, Potoni, etc. Et c'est vrai que j'ai appris l'italien très vite, en fait. Mais quand on y allait, donc c'était avec les croquis de M. Mugler, et on devait faire tout pour respecter que ça soit exactement comme ça. C'était pas évident, parce que pour eux, ça leur paraissait quand même très difficile. Les épaulettes, c'était pas toujours la même épaulette qu'on trouvait partout, non. Chaque saison, l'épaule était réinventée. D'ailleurs, ça, on voit bien. Chaque collection commençait avec une nouvelle épaule. Par exemple, une anecdote, un jour Thierry dessinait, il voulait que toute la collection soit eau et feu. Alors il y avait 2 coloris, turquoise, orange. Je vous dis pas les commerciaux comme ils étaient contents. Alors ils avaient fait un dégradé comme l'imprimé feu, mais au lieu de le faire dégradé bleu, c'était l'eau, dégradé orange, le feu. Dégradé noir, alors évidemment, il était furieux parce qu'eux, ils voulaient toujours rajouter, voilà. C'était ça à la fin, le deal avec la collection de diffusion, c'est qu'il fallait toujours des choses commerciales. Les achats de tissus, c'était évidemment très important. On partait donc dans ces salons, il y en avait 2, il y avait Interstoff en Allemagne qui était assez brune de décoffrage, mais ça n'avait rien à voir avec Idea Como. Idea Como, donc c'était la rencontre avec tous les tisseurs italiens et aussi les Lyonnais et tous les fabricants louaient des chambres à la Villa d'Este. Tout le monde de la mode était là. Et quand on arrivait, par exemple, le soir, avec nos robes lamées, tout ça, il y avait par exemple Anne-Marie Beretta qui était assise sur un canapé et elle avait emmené son fils. Et le petit garçon qui dormait un peu, il s'est réveillé, il a dit « Ah bon, des extraterrestres !» C'était comme ça, on était vraiment... on nous remarquait quoi, en fait. On n'était pas conscient du pouvoir qu'on avait, mais ce pouvoir, on l'avait pas vraiment, parce que Thierry Mugler dérangeait un peu, il paraissait fou, donc c'était pas toujours contrôlable aussi, et pour les gens dans la maison, et pour la presse. On était quand même les avant-gardistes, les trublions de la mode, en fait.
Donc quand Thierry nous habillait là le soir, il checkait tout. On faisait même parfois des essayages parce que c'est sûr que la robe de défilé peut-être n'allait pas tout à fait bien pour chacun. Donc on avait droit à des retouches. On fait voilà par l'atelier, tout était prévu. Et le choix des couleurs aussi. Moi souvent il m'a souvent vu en bleu, ça c'est vrai. Ça en rouge ou alors après le côté militaire, les gris. Chacun avait son style en fait. Ah mais alors les défilés eux-mêmes, la veille au soir, on ne savait pas encore si on aurait tous les modèles faits à l'atelier parce qu'il était capable de décider une crinoline 2 jours avant. Et Francine, donc à l'atelier, je ne sais pas comment elle faisait. Donc c'était du bricolage un peu, enfin les premiers défilés, enfin surtout. Et les chaussures, alors surtout les chaussures, l'angoisse totale des chaussures. Je me souviens où on était avec Zaza, mais carrément à 4 pattes, quoi. On fait sans arrêt le tas de chaussures énorme, avec toutes les chaussures en vrac mises, et puis il fallait vite aller reconnaître la paire de chaussures, parce qu'on n'avait pas le temps de les mettre sous le portant, comme on fait dans les maisons où c'est très très bien organisé. Donc on courait comme des folles, récupérer peut-être une paire de chaussures qui était là. Mais tout le monde voulait voir les défilés Mugler parce que c'était des shows, quoi. Ça dépassait la mode. D'ailleurs, quand on entend ces hurlements, il n'y avait pas ça chez Saint-Laurent, enfin. Je vais donc quitter Mugler en 84 parce que j'ai une super proposition chez Chanel. Même Thierry m'avait dit, si un jour tu me quittes, le seul endroit où j'accepterai que tu partes, c'est Chanel, parce que ça te correspond vraiment. Et donc voilà. Un soir, j'arrive au Palace. J'étais folle amoureuse d'un garçon antiquaire, magnifique, que j'aimais beaucoup. Et j'avais une robe Mugler en velours, un peu étoile, coiffée par Alexandre de Paris, le chignon, tout ça, les bijoux. Et je suis arrivé donc avec ce garçon que Karl connaissait, à qui il achetait des meubles. Et puis, je crois que là, il s'est dit, ouf, bon, il y a quelque chose. Le lendemain matin, téléphone à 9h du matin chez moi, j'étais invité donc à un dîner. Ce dîner était organisé par Karl, bien sûr, et le soir, j'ai mis cette robe donc de Thierry Mugler de la collection Les Voleuses, ça s'appelait Les Voleuses, entièrement donc brodée de diamants. Cette robe que j'adore en satin noir, avec le dos nu, ce magnifique bleu. Et quand Karl m'a vu rentrer, il a dit « Oh Martine, vous êtes magnifique ce soir, enfin vous êtes resplendissante et tout, et voilà. » Et donc après ça s'est fait très vite, quoi. J'ai dit oui, parce que j'ai pas dit oui tout de suite à Chanel. J'avais du mal à quitter quand même. Hein. D'ailleurs, ils me disent, mais non, tu partiras jamais, tu partiras jamais. Et je trouve que ce garçon, il est intelligent. Ils font avec le monde d'aujourd'hui et le commercial, et c'est très intéressant. Je suis allé au dernier défilé. Je suis ravi d'être allé là, mais je suis rentré. Tout le monde en noir, à poil, montrant son corps, l'hystérie, les gens qui hurlaient. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'était finalement refaire les choses d'avant. Ce qu'on veut, c'est du rêve.